Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une invention qui a littéralement façonné notre monde, la machine à vapeur. Bonjour, oui, une technologie fascinante. On va s'appuyer sur des analyses historiques assez poussées pour explorer comment cette machine est devenue le véritable moteur de la révolution industrielle. Tout à fait, l'idée c'est de voir comment une innovation technique a pu redéfinir autant de choses. Notre façon de vivre, de travailler, de voyager, et tout ça part, figurez-vous, d'un problème très concret au début du XVIIIe siècle. Ah oui, Des mines anglaises, dans le Derbyshire par exemple, qui étaient complètement inondées. Ça bloquait l'extraction du charbon, du fer, c'était critique. un vrai casse-tête à l'époque. Justement, comment on faisait avant pour évacuer toute cette eau? J'imagine que ce n'était pas évident. C'était un cauchemar, oui. Les méthodes qu'on avait, les pompes manuelles, ou même tirées par des chevaux qui tournaient en rond, Le système du manège, oui. voilà, ça atteignait très vite ses limites. C'était lent, ça coûtait cher en hommes et en animaux, et surtout dès qu'on voulait creuser un peu profond, c'était plus possible. L'eau revenait tout le temps. Constamment. Ça rendait le travail hyper dangereux et ça limitait beaucoup l'extraction. Il fallait absolument une solution de pompage vraiment puissante. Ce qu'on appelle l'exor. L'exor, d'accord. C'est le terme technique, oui, pour ce pompage vital. Et c'est là qu'intervient un certain Thomas Newcomen, c'est ça, en 1712? Précisément. Newcomen, c'était un artisan, ferronnier, je crois, et il a eu cette intuition assez géniale en observant la force de la vapeur. Il a mis au point ce qu'on appelle un moteur atmosphérique? C'est ça. L'idée, c'était d'utiliser la vapeur pour remplir un cylindre, puis, hop, on injectait de l'eau froide dedans. D'accord. La vapeur se condense d'un coup, ça crée un vide, et c'est la pression de l'air extérieur, l'atmosphère, qui pousse le piston vers le bas. Malin. Oui. Et ce mouvement de piston actionnait un grand balancier qui lui-même tirait les tiges des pompes au fond de la mine. Donc si je saisis bien, ce n'est pas la vapeur qui pousse directement, mais c'est plutôt le vide qu'elle crée en se condensant. C'était ça la nouveauté. Exactement ça. L'avancée, elle est là. Transformer l'énergie de la vapeur en une force mécanique utilisable, mais en se servant de la pression atmosphérique comme moteur principal. Et surtout, avec les moyens techniques de l'époque. C'était pas la première idée sur la vapeur, mais la première qui marchait vraiment. Voilà, c'était la première machine à vapeur vraiment robuste, fonctionnelle, capable de régler ce problème critique de l'eau dans les mines à grande échelle. Et l'impact sur l'industrie minière, il a été rapide, on imagine? Ah oui, immédiat et assez spectaculaire. D'abord en Grande-Bretagne, évidemment, dans les mines de charbon du Northumberland ou d'étain en Cornouailles. Et ailleurs aussi. Oui, ça s'est répandu en Europe et même jusqu'en Amérique, en Pennsylvanie par exemple. Ces machines, elles permettaient enfin d'assécher les galeries profondes, d'accéder à de nouvelles veines de minerais. Donc plus de charbon, plus de fer. Exactement. La production a augmenté massivement et les coûts ont baissé. C'était une vraie bouffée d'air pour cette industrie qui commençait à décoller. Mais cette machine de Newcomen, elle avait quand même ses défauts, j'ai lu ça. Ah oui, elle était loin d'être parfaite. Son cycle était lent parce qu'il fallait chauffer le cylindre, puis le refroidir, puis le réchauffer. À chaque coup de piston. Voilà. Et surtout, elle consommait énormément de charbon. Une grosse partie de la chaleur était perdue à chaque fois qu'on injectait l'eau froide. Son rendement, comme on dit, était très bas. Mais l'essentiel était faire. L'essentiel, c'était la preuve qu'une machine pouvait faire un travail industriel énorme. Ça a ouvert la voie. Et celui qui a vraiment amélioré cette voie, c'est James Watt. Vers 1765, les sources insistent beaucoup sur une innovation, le fameux condensateur séparé. Qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi c'était si important? Alors, Watt, lui, il était réparateur d'instruments scientifiques à Glasgow. Et son idée est assez élégante, en fait. Oui, Il a compris que refroidir le cylindre principal à chaque fois, comme chez Newcomen, c'était un gaspillage d'énergie fou. d'accord. Son idée, séparer la condensation. La vapeur, une fois qu'elle a poussé le piston, elle est dirigée vers une autre chambre, le condensateur, et c'est là qu'on la refroidit pour créer le vide. Ah, astucieux. Et l'avantage principal, c'est qu'on garde le cylindre de travail toujours chaud. C'est exactement ça. Plus besoin de le refroidir à chaque cycle. Et là, les gains d'efficacité sont spectaculaires. On parle de combien? On estime que la machine de Watt consommait jusqu'à 3 fois moins de charbon, voire plus, que celle de Newcomen pour la même puissance. Ah oui, quand même. C'est énorme. Mais le gain était vraiment là. Et il était massif. La machine est aussi devenue plus rapide, plus régulière, plus fiable. Donc ce n'était pas juste une petite amélioration technique, c'était un saut qui a rendu la machine à vapeur beaucoup plus rentable, économiquement. Absolument. Cette baisse de la consommation de charbon, c'était le point clé. Ça voulait dire qu'on pouvait utiliser la machine même loin des mines, là où le charbon était plus cher. Elle devenait plus polyvalente. Voilà.
D'une simple pompe pour mine, elle devenait une source d'énergie potentiellement universelle. Et puis, le partenariat de Watt avec l'industriel Matthew Boulton. Watt and Boulton, 1776. Exactement. Ça a été crucial pour fabriquer et vendre ces machines en grand nombre et prouver qu'elles étaient rentables. Et comment cette machine plus performante a commencé à transformer l'industrie au-delà des mines de chars? Alors, dès la fin des années 1760, et surtout après, on voit ces moteurs Watt arriver dans les usines. C'est une étape majeure. On remplace quoi? L'eau, les animaux? On remplace progressivement la force hydraulique des moulins, la force animale, et bien sûr le travail humain pour faire tourner les machines. Et surtout, ça libère les usines de la contrainte des cours d'eau. C'est un point intéressant, ça. On pouvait donc installer les usines ailleurs? Oui, et ça change tout. Les patrons pouvaient choisir l'endroit le plus malin, près des mines de charbon, près des ports pour exporter, ou près des villes où il y avait de la main-d'œuvre et des clients. C'est comme ça qu'on voit exploser des villes comme Manchester ou Birmingham. Tout à fait. Pour le textile notamment, les métiers à tisser, les machines à filer, tout ça se met à tourner grâce à la vapeur. En France aussi, dans les forges d'Auvergne, on utilise la vapeur pour actionner les marteaux-pilons. La machine impose un nouveau rythme. Un nouveau rythme, c'est-à-dire? La machine à vapeur, elle ne se fatigue pas. Elle peut tourner jour et nuit tant qu'on lui donne du charbon et de l'eau. Ah oui. Ça impose un rythme de travail continu qui n'a plus rien à voir avec le rythme des saisons agricoles ou de l'artisanat. C'est la naissance du temps de l'usine. Et ça ouvre là la porte à la production de masse. Exactement. Cette régularité, cette puissance, ça permet de fabriquer plus vite, de façon plus standardisée. On voit apparaître les premières chaînes de montage. Et derrière ça, il y a une science qui progresse, la thermodynamique, l'art de transformer la chaleur en travail le plus efficacement possible. Cette révolution mécanique ne pouvait pas rester cantonnée aux usines. On en arrive à un autre impact énorme, les transports. Comment la vapeur a-t-elle pris le train en marche, si j'ose dire? Ah, bien dit. Au début du 19e siècle, oui, des ingénieurs comme Richard Trevithick et puis surtout George Stephenson réussissent à adapter la machine à vapeur, à la rendre plus compacte, pour créer des locomotives. C'est le début des chemins de fer. On commence à construire des lignes? Oui, pour relier les villes, les mines, les ports, la ligne Stockton-Darlington en 1825 est souvent vue comme la première ligne publique à vapeur pour les marchandises et les passagers. Et puis il y a eu la fameuse roquette de Stephenson. En 1829, oui. Lors du concours de Rainhill, elle a vraiment montré ce dont cette technologie était capable en termes de vitesse et de fiabilité. Le train, ça permettait de transporter des tonnes de marchandises sur de longues distances, beaucoup plus vite et moins cher qu'avant. L'impact économique, on le voit bien. Baisse des coûts, accès au marché. Mais les conséquences plus sociales sur la vie des gens? C'est là que ça devient particulièrement fascinant, je trouve. Le train a complètement bouleversé notre rapport à la distance et au temps. Comment ça? Il a permis une mobilité incroyable pour l'époque. Les gens pouvaient voyager plus facilement pour trouver du travail, voir leur famille, découvrir d'autres régions. Ça a brassé les populations. Et les idées aussi, j'imagine. Oui, les informations, les idées, les modes, tout circulait beaucoup plus vite. Les journaux arrivaient le jour même dans des villes éloignées. La société est devenue plus connectée. Peut-être même que ça a renforcé le sentiment d'appartenir à une nation. Ça a redéfini l'espace, la communauté. Et après, la terre, la vapeur a aussi conquis la mer, c'est ça? Tout à fait. À partir des années 1830-1850, on voit l'essor des navires à vapeur. D'abord sur les fleuves, les côtes, puis pour les grandes traversées, l'Atlantique, la Méditerranée. L'avantage, c'était la régularité. La régularité et la vitesse. Fini la dépendance au vent. Une traversée de l'Atlantique qui prenait des semaines en voilier, on pouvait la faire en une dizaine de jours. Il y a des navires célèbres, le Great Western, le SS Great Britain de Brunel, et les grandes compagnies comme Cunard ou la White Star Line. Et là aussi, j'imagine, des conséquences économiques et géopolitiques majeures. Immense, oui. Ça a boosté le commerce international, importé les matières premières, exporté les produits finis. Beaucoup plus facilement. Les investissements à l'étranger, les migrations massives, la colonisation aussi, tout ça a été facilité. Ça a créé une nouvelle industrie aussi. La construction navale à vapeur, une industrie très puissante. Cette accélération des échanges par la mer, c'est un moteur clé de la première mondialisation économique. Ça a connecté les marchés du monde entier comme jamais auparavant. Si on revient aux industries, nos sources insistent sur l'impact énorme sur le textile, dès 1820. Pourquoi le textile en particulier? Le textile, c'était vraiment l'industrie motrice de cette première révolution industrielle. Il y avait déjà eu des inventions importantes pour filer et tisser plus vite. La spinning jenny, le métier à tisser mécanique. Voilà.
Et tout ça, ça demandait de plus en plus de puissance. La machine à vapeur de Watt, efficace, installable n'importe où, c'était la réponse parfaite. C'est pour ça que Manchester ou Leeds deviennent ces énormes centres textiles. Exactement. Ces villes se couvrent de mills, ces grandes usines en briques qui tournent jour et nuit grâce à la vapeur. La production de coton, de laine explose, les vêtements deviennent moins chers, plus accessibles. Et un secteur auquel on pense moins, l'agriculture. La vapeur y a joué un rôle aussi? Oui, même si c'était une révolution plus discrète, plus lente. On a vu apparaître des machines agricoles à vapeur. D'abord des locomobiles, des machines fixes dans les fermes qui entraînaient les batteuses. Et après? Des tracteurs. Oui. Oui, des tracteurs et des charrues à vapeur ont existé, mais ils étaient très lourds, pas très pratiques. Les moulins à vapeur ont aussi pris le relais des moulins à vent ou à eau. Et l'impact principal, c'était quoi? Augmenter la productivité. En Beauce, par exemple, on a vu la production de céréales grimper. Ça a permis de nourrir une population qui augmentait, surtout dans les villes, et ça a libéré de la main-d'œuvre agricole, ce qui a encore accéléré l'exode vers les usines. Tout cela nous amène aux conséquences humaines, sociales. Cette industrialisation rapide, cette croissance folle des villes dès les années 1830, comment les gens ont vécu ce basculement? Ça a été un choc, un vrai bouleversement des modes de vie. L'attrait du travail en usine a vidé les campagnes, et les villes ont gonflé à une vitesse incroyable. Manchester, Lyon, Saint-Étienne, Londres deviennent des géantes industrielles. Et ça crée une nouvelle classe sociale. Oui, le prolétariat industriel, la classe ouvrière. Des hommes, des femmes, des enfants qui vivent et travaillent dans des conditions souvent très dures. C'est-à-dire? Des journées interminables, 12, 14 heures, parfois plus. Des salaires de misère, aucune sécurité, le travail des enfants, très courant. Ça a dû créer des tensions énormes. Inévitablement. C'est là que naissent les premières résistances, les grèves, les mutuelles, puis les syndicats qui se battent pour améliorer les conditions, pour obtenir des droits. Mais il n'y a pas que ça. La technique crée aussi de nouveaux métiers. Bien sûr, des métiers qualifiés apparaissent. Ingénieurs, mécaniciens, conducteurs de machines. Des écoles techniques se créent, comme l'école des mines de Saint-Étienne. La ville change aussi. Les usines, les quartiers ouvriers, mais aussi de nouvelles formes de vie, de culture. Une période de fort contraste, donc? Oui, et ça pose très clairement la question du coût humain du progrès technique. Malgré ce coût humain et les problèmes comme la pollution qui commence à apparaître, la vapeur semble régner sans partage jusqu'à la fin du 19e siècle. Mais on commence à voir ses limites. Oui, fin 19e, la vapeur est partout. Trains, bateaux, usines, agriculture, chantiers. C'est son apogée. Mais ses défauts sont de plus en plus visibles. Lesquels? Les machines sont lourdes, grosses, elles demandent beaucoup d'entretien, surtout les chaudières, et puis elles dépendent du charbon. Et brûler tout ce charbon, ça crée une pollution terrible dans les villes. Le smog de Londres, c'est ça. Et même avec Watt, le rendement restait limité par les lois de la physique, la thermodynamique. Et c'est là que de nouvelles énergies arrivent. Exactement. Deux grands concurrents apparaissent. D'un côté, le moteur à explosion, le moteur à combustion interne. Le noir, Otto, Daimler, Benz. Voilà. À l'essence ou au gaz. Il est beaucoup plus léger, plus compact, plus souple, plus autonome. Il va révolutionner le transport individuel avec l'automobile, la Ford T. Mais aussi trouver sa place dans l'industrie. Et l'autre concurrent? L'électricité. Grâce à Graham, Edison, Tesla, Westinghouse. D'abord pour la lumière, remplaçant le gaz. Puis très vite comme force motrice avec les moteurs électriques et les réseaux de distribution. Ça, c'est une révolution dans l'usine, non? Ah oui, plus besoin d'une grosse machine à vapeur centrale et de combat partout. On peut mettre un petit moteur électrique sur chaque machine. C'est une flexibilité incroyable. On imagine bien la compétition s'installer. Nos sources citent l'exemple des ateliers prouvés à Paris. C'est un bon exemple de cette période de transition, oui. On voit cohabiter, puis l'électricité prendre le dessus, des moteurs électriques individuels, plus efficaces, plus sûrs, et puis l'éclairage électrique qui améliore le travail. C'est une concurrence technologique, mais aussi économique. Oui, les investissements vont aller vers le pétrole, vers l'électricité. Et social aussi, car ces nouvelles énergies vont, à leur tour, transformer les villes, les emplois, la vie quotidienne. Donc, au tournant du XXe siècle, la vapeur n'est plus la reine incontestée. C'est ça. On entre dans une période où les énergies cohabitent. Puis la vapeur commence son déclin pour beaucoup d'usages. Elle restera longtemps reine du rail et de la mer, mais c'est le début d'une nouvelle ère énergétique, celle du pétrole et de l'électricité du XXe siècle. Pourtant, même si elle a été dépassée, quel héritage la machine à vapeur nous a-t-elle laissé?
On a tendance à la voir un peu comme une vieille technologie poussiéreuse. Oh, son héritage est fondamental et toujours très présent. D'abord, de manière assez directe, c'est la machine à vapeur qui a permis les débuts de la production d'électricité. Ah bon? Comment ça? Les toutes premières centrales électriques, comme celle d'Edison à New York, utilisaient d'énormes machines à vapeur pour faire tourner les générateurs, les dynamos. D'accord. Et aujourd'hui encore, la plupart de nos centrales thermiques, nucléaires, même certaines renouvelables comme la biomasse ou la géothermie fonctionnent sur le même principe. On chauffe de l'eau pour faire de la vapeur qui fait tourner une turbine qui entraîne un alternateur. Transformer la chaleur en mouvement puis en électricité, c'est un héritage direct. Et au-delà de l'électricité, est-ce qu'il y a des concepts, des façons de faire nés avec la vapeur qui sont toujours là? Tout à fait. Toute l'ingénierie développée pour la vapeur a posé les bases de plein de choses essentielles aujourd'hui. Comme quoi, par exemple? Le contrôle précis de la pression, de la température, comment convertir efficacement la chaleur en force mécanique, comment gérer les flux de chaleur, trouver les bons matériaux, tout ça c'est crucial pour les moteurs de voitures, les turbines d'avion, les réacteurs nucléaires et même pour notre chauffage central. Et l'approche aussi, la façon de concevoir. Oui, l'approche systémique. Pensez une machine comme un ensemble de pièces qui doit fonctionner ensemble de façon optimale. Ça vient beaucoup de là. Et vous parliez tout à l'heure de la production de masse? Oui, ça aussi, c'est un héritage clé. La puissance, la régularité de la vapeur ont permis d'utiliser des machines-outils de plus en plus précises. Ça a rendu possible de faire des pièces identiques, standardisées. Ce qui mène à la division du travail, à la chaîne de montage? Exactement. Ford l'a popularisé, mais l'idée vient des usines du 19e siècle. Et cette logique de produire en série pour faire baisser les coûts et rendre les produits accessibles à plus de monde, eh bien, elle est partout aujourd'hui, de nos voitures à nos téléphones. Donc cet héritage, il est vraiment partout, hein. Dans nos transports, même si les moteurs ont changé, les infrastructures sont là. Dans notre énergie, dans nos usines, dans notre façon de commercer dans le monde entier. La révolution lancée par la vapeur a vraiment créé les fondations de notre monde moderne. En regardant toute cette histoire assez incroyable quand même, comment est-ce qu'elle peut nous éclairer sur les défis d'aujourd'hui? Je pense à la transition énergétique, à l'impact de l'automatisation. Elle offre beaucoup d'échos, oui, et de leçons. La transition qu'on vit des énergies fossiles vers le renouvelable, ça rappelle un peu celle de la fin du 19e, avec les mêmes types d'enjeux, de technologiques, économiques, sociaux. Et environnementaux, j'imagine. Bien sûr. L'histoire de la vapeur nous rappelle que nos choix techniques ont des conséquences à long terme sur l'environnement. La pollution de l'époque industrielle, c'est l'ancêtre de nos soucis climatiques actuels. Et qu'il faut assumer cette responsabilité, essayer de réparer. Et pour l'automatisation? L'intelligence artificielle? Les robots? Ça fait écho aux bouleversements vécus par les artisans, les ouvriers, quand les machines sont arrivées. Les mêmes craintes, les mêmes transformations du travail. Quelles leçons concrètes on peut tirer pour aujourd'hui alors? Plusieurs choses, je pose. D'abord, ne jamais regarder la technologie toute seule, mais toujours évaluer ses impacts sur l'environnement, la société, l'éthique. Ensuite, l'importance de connaître notre histoire industrielle et technique. Pas par nostalgie, mais pour comprendre comment on innove et quelles en sont les conséquences. Il faut éduquer à cette complexité. Oui, c'est urgent. Comprendre les liens entre science, techno, société, écologie. Et puis, l'idée qu'il faut utiliser les nouvelles technologies, le numérique, l'IA, non pas pour tout jeter, mais pour moderniser intelligemment ce qu'on a hérité, les réseaux d'énergie, les transports, les villes, pour les rendre plus durables, plus efficaces. Est-ce qu'on peut même imaginer des innovations futures qui s'inspiraient directement de la vapeur, mais en version verte? C'est une piste, oui. L'idée d'une machine à vapeur verte existe. Utiliser les sources de chaleur renouvelables, le soleil concentré, la géothermie, la biomasse, l'hydrogène vert, pour faire de la vapeur et produire de l'électricité ou de la chaleur pour l'industrie, mais proprement. Intéressant. L'idée d'économie circulaire aussi, où les déchets deviennent des ressources, ça s'inspire de cette logique d'optimisation des flux de la révolution industrielle, mais au service de la durabilité. On peut aussi imaginer des modèles de travail qui allient l'automatisation et ce que seuls les humains savent faire, pour éviter les problèmes sociaux du passé. Et raconter cette histoire de façon plus large? Oui, en croisant les regards scientifiques, historiques, artistiques, philosophiques, ça peut nous aider à faire les bons choix pour l'avenir. En résumé, le parcours de la machine à vapeur est assez saisissant. D'une solution à un problème de mines inondées, elle est devenue l'emblème d'une transformation radicale de l'industrie, des transports, de la société elle-même.
Son héritage est complexe, c'est vrai, fait d'avancées incroyables, mais aussi de défis environnementaux et sociaux qui nous parlent encore beaucoup aujourd'hui. Tout à fait. Et ça nous amène à une dernière pensée, peut-être. L'histoire de la machine à vapeur montre l'extraordinaire capacité humaine à innover face à des problèmes concrets. Mais elle nous alerte aussi sur les conséquences profondes, parfois imprévues, parfois douloureuses, de notre propre puissance créatrice. Alors qu'on est engagé dans de nouvelles transitions majeures, technologiques, énergétiques, la question est comment peut-on s'inspirer de cette double leçon, l'innovation et la responsabilité, pour construire un avenir qui soit non seulement efficace et prospère, mais aussi et surtout juste et durable pour tout le monde. C'est peut-être ça le vrai défi que nous laisse l'ère de la vapeur.